à tous, bienvenue sur ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, ce bulletin numéro 21, qui fait suite à la diffusion du documentaire la semaine dernière sur la bataille de la Marne. Documentaire, semble-t-il, que vous avez largement plébiscité, je vous remercie pour tous les commentaires qui globalement étaient laudateurs, voire dithyrambiques, pour tous les partages, pour tous les pouces en l'air, etc. hein. Vraiment, ça nous a fait un grand plaisir. Maintenant, je vais aborder cette question un petit peu en longueur. Vous m'en excuserez pour le contenu historique habituel, mais ce qui nous a surpris, c'est que on a quasiment plus reçu le moindre don, hein, sauf un. Je vais être très franc avec vous. Suite à la diffusion de ce documentaire, alors on se disait mince, peut-être que les gens allaient comprendre que leur investissement initial depuis la création de cette chaîne avait permis notamment la réalisation d'un documentaire de cette qualité et allaient soit se mettre à faire des dons pour de nouvelles personnes ou à aller refaire des dons. Et en fait, on a eu un seul don depuis une semaine. Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. Alors, on s'est dit, mais quel est le rapport entre les commentaires, le nombre de vues aussi, qui est maintenant qui a dépassé toutes les autres vidéos de la chaîne, etc. Ça vous a plu, mais semble-t-il pas au point de vouloir recommencer, parce que comme je vous l'ai expliqué, tout ça a un coût. Hein, c'est pas, tout ça n'arrive pas gratuitement. Alors, je sais qu'on est beaucoup prisonniers de ça aujourd'hui sur Internet avec des gens qui pensent que tout est gratuit, que tout se fait sans problème, etc. Non, tout ça a un coût. Tout ça a demandé aussi, vous vous en doutez, j'imagine, enfin je l'espère, énormément de travail, notamment pour l'enregistrement de ma voix, pour le montage, pour la recherche iconographique. Enfin bref, on est sur un travail qui, même par rapport à des camarades qui sont professionnels, relève du niveau presque professionnel. Voilà, et donc c'est pas qu'on cherche à avoir des dons pour avoir des dons, c'est simplement pour vous faire comprendre que si vous voulez qu'on puisse en faire d'autres, puisque c'est notre volonté au départ, on a besoin de moyens supplémentaires parce que, comme je vous l'expliquais il y a 15 jours, on a déjà utilisé une partie de vos dons pour l'achat de matériel, hein, pour pouvoir aller aussi bien avoir un micro ici que tourner sur le terrain, pour acheter de la documentation, parce que, comme je l'ai expliqué plein de fois, le coût des livres pour pouvoir faire des émissions qui soient intéressantes, j'ai une grande bibliothèque, hein, il y en a une partie derrière moi, mais il faut quand même savoir se mettre à jour au niveau de l'actualité, donc c'est pas gratuit. Et puis ensuite, les déplacements, hein, parce que je vous rappelle que, notamment quand on a été dans les Ardennes pour faire entre guillemets une émission zéro, il a fallu aller sur place avec un hébergement, etc. Enfin bref, tout ça n'est pas gratuit pour nous. Et moi, en ce qui me concerne, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, je suis pas, voilà, j'ai pas de travail salarié. Moi, je vis de ce que j'écris et je vis chichement. Et donc, je peux bien sûr mettre, comme dirait l'autre, la main au portefeuille. Hein, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé cette chaîne. Mais si vous voulez qu'on puisse poursuivre les documentaires du même niveau, hein, puisqu'il semblerait que ça vous a beaucoup plu, eh bien, il va falloir que vous nous aidiez parce que sinon, on va pas pouvoir poursuivre. Alors, la chaîne, elle va continuer, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais on va devoir rester en présentiel parce que on ne pourra pas retourner sur le terrain. Je vais pas vous faire un tableau, vous l'imaginez sans problème pour vous-même puisque vous devez avoir un véhicule, le prix de l'essence, même pour aller faire un tournage sur le champ de bataille de Cambrai ou sur la Somme, hein, c'est tout de suite 50, 70, 80 euros en fonction de la voiture et en fonction du parcours que vous faites pour mettre en place votre tournage. Si demain, parce que c'est ce qu'on espère, on peut avoir accès à des drones ou ce genre de choses pour faire d'autres images, bah faut payer quelqu'un qui puisse venir faire ce genre d'images. Donc voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez qu'on puisse refaire ce genre d'expérience ou pas, ou si vous préférez voir ma tête pendant une petite demi-heure ou une heure en fonction des sujets chaque semaine. Mais si vous voulez qu'on puisse faire d'autres documentaires sur site, eh bien, on a besoin de votre aide parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça tout seul. Voilà. Par ailleurs, je voulais rappeler donc sur ce documentaire-là quelques petits éléments. Premièrement,
On aurait dû tourner en extérieur des séquences où je vous adressais tel ou tel message par rapport à l'histoire de la bataille de la Marne, hein. Le but c'était donc de pouvoir être filmé sur les sites, notamment autour de Meaux, de la bataille de l'Ourcq, puisque c'est mon secteur de cœur. Malheureusement, alors faut être très clair, hein, jusqu'au vendredi, je suis parti le vendredi en tournage, jusqu'au vendredi midi, les sites de Météo France étaient clairs, limpides, la météo allait se limiter, si j'ose dire, à un ciel très nuageux et éventuellement quelques brumes matinales, c'est tout. Il était hors de question, enfin pour la journée du samedi et du dimanche, aucune pluie n'était prévue. Et donc, en fin de journée, quand je suis arrivé sur le secteur de Nanteuil-le-Haudouin, comme on peut le voir, je crois, dans la vidéo montage. Je ne sais pas si j'ai gardé ces séquences-là quand j'ai filmé. Non, je ne l'ai pas mis au montage, mais quand j'ai filmé, je ne l'ai pas mis parce que ça faisait des images qui n'étaient pas très explicatives sur le monument des taxis de la Marne. On avait même des rayons de soleil, et comme vous pouvez le voir, par contre, dans la vidéo qui est tournée au monument dit de la Marne à Meaux en fin de journée, il y avait un grand soleil, donc j'étais plein d'espoir pour la journée du lendemain, pour pouvoir donc me mettre en situation devant les lieux de mémoire les plus importants, hein, là où Peggy est mort, là où le premier coup de canon a été tiré, le village des Trépilles avec l'attaque des Zouaves du colonel du Bujadou, etc. Je voulais vraiment faire quelque chose en immersion aussi pour rythmer mon récit, hein, parce que c'est vrai que, comme certains l'ont remarqué, vous imaginez que parler, lire un texte de manière rythmée en permanence, bah, c'est très compliqué, hein. Moi, je suis pas acteur. Bon, il paraît que j'ai pas une mauvaise voix et que quand je parle, ça va, c'est soutenable. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça fait beaucoup de temps de parole, hein, qu'il a fallu enregistrer. Je crois, ça a duré pendant 3 jours. Oui, c'est ça, 3 jours d'enregistrement avant de faire le montage. Donc, de toutes les séquences. Et donc, on voulait insérer des moments où je n'étais plus là à faire une lecture d'un texte, mais à vous parler comme je m'adresse à vous dans les vidéos, pour que ça fasse un rythme dans le montage final. Malheureusement, dès le samedi matin et encore le dimanche matin, il y a eu un crachin permanent, comme on peut le voir aussi, hein. Toutes ces images-là, vous les voyez à la fin de la vidéo sur la conclusion. Eh bien, ça permettait pas de poser en sécurité le matériel au niveau de la caméra, du téléphone, etc., en étant abrité pour éviter que le matériel ne soit abîmé, hein. Donc, c'est pour ça qu'on n'a que des scènes sans parole, et puis surtout, donc on ne me voit pas pour vous raconter des choses de manière un petit peu plus anecdotique, un petit peu plus vivante. Voilà. Donc c'est pareil, hein, pour pouvoir améliorer ce genre de choses, même quand la météo n'est pas favorable. Bon, on peut espérer qu'avec l'arrivée du printemps, ça changera, mais si vous fixez des dates de tournage, moi, si le vendredi midi j'avais vu qu'on pouvait pas, j'aurais décalé, hein, ça c'était évident, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc voilà pour les explications, pour derrière les coulisses, comment ça s'est joué et pourquoi le résultat final c'est celui-là. Ensuite, en ce qui concerne les questions qu'on a pu me poser, les remarques qu'on a pu me faire sur le cadrage de la temporalité de mon propos était de vous parler des opérations sur la Marne entre le 5 et le 12 septembre 1914, d'insister sur les problèmes qu'on avait évoqués dans les vidéos précédentes de planification pendant des années par les Allemands et aussi par les Français de la future guerre, et des recommandations, notamment côté allemand, sur voilà, il faudrait des chefs de telle ou telle qualité pour pouvoir mettre en place un plan qu'on considère d'emblée comme étant quelque part un coup de dé, hein, qu'il va falloir provoquer la chance, et que si on ne parvient pas à le mettre en place, on risque d'avoir de grandes difficultés à poursuivre la guerre. Alors, j'ai bien conscience de ce qui n'est pas dans la vidéo. Elle fait déjà 1h08, ce qui est très long par rapport à une vidéo de ce type pour une première fois, hein. Donc on était parti, je pensais plutôt sur un 45-52 minutes, et puis finalement, justement parce qu'il y a eu plus de temps de lecture, je n'ai pas pu garder ce format-là, on l'a dépassé.
Donc j'ai bien conscience que je n'ai pas eu le temps d'aborder, et vous vous doutez bien, hein, j'ai écrit ce livre donc en 2016, il est paru en 2017. J'ai fait des conférences sur la bataille de la Marne dès 2014 à la carrière Wellington au musée de la Grande Guerre à Meaux. J'ai bien conscience que, bien évidemment, je n'ai pas eu l'opportunité, faute de place, de parler de l'aspect logistique, hein, puisque les Allemands ont là aussi commis euh, des, euh, des erreurs d'appréciation en étirant les lignes, notamment de la première, de la deuxième et de la troisième armée, en les étirant beaucoup trop, et ce qui fait que quand elles sont arrivées sur le nord de la Seine-et-Marne, eh bien elles étaient déjà avec des voies de communication très étendues, ce qui diminuait leur capacité de combat. Hein, voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est des informations que je maîtrisais. Et ensuite, c'est pareil, je n'ai pas parlé faute de place, la bataille de la Marne, hein, comme je le dis à la fin, on parlait à l'époque, quand on cherchait un nom, c'était Paris-Verdun. Hein, je n'ai pas oublié ce qui se passait au-delà à l'est, hein, dans le secteur du Grand Couronné de Nancy, avec la bataille qui était menée, la bataille défensive, qui était menée par le général de Castelnau à ce moment-là, qui a retenu qui a fixé les unités allemandes qui l'attaquaient, hein, parce que lui était plus en capacité offensive après l'épisode de la bataille de Morange le 20-22 août 1914. Mais bien évidemment que le rôle joué par le général de Castelnau sur le flanc est des opérations a empêché les Allemands de pouvoir éventuellement prélever des unités pour les ramener de l'autre côté. Cependant, comme je l'ai expliqué, les Allemands avaient déjà fait une partie, non pas du transfert d'unités, mais de la modification, de la bascule du Schwerpunkt, du point d'appui essentiel vers donc le secteur de Paris dès le 27 août, hein, c'est-à-dire que même en continuant de mener des attaques dans le secteur de Nancy, on savait déjà qu'elles allaient à 90% échouer par rapport au rapport de force, parce que Molt avait vidé une partie des unités, non pas pour les amener sur l'aile marchande, hein, mais pour les évacuer vers la Russie, alors que c'était complètement inutile à ce moment-là, puisque entre le moment où elles ont été prélevées et le moment où elles sont arrivées sur le front oriental, la bataille de Tannenberg était déjà gagnée par les Allemands. Voilà, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette situation pour compléter le propos de la vidéo. Hein, bien évidemment, on peut pas. Il y a toujours un moment où on est obligé de faire des choix éditoriaux. Hein. Alors, je vous renvoie bien évidemment à mon livre sur la bataille de la Marne, où ces choses-là sont évoquées. Je tiens aussi à rassurer tout le monde par rapport, parce que j'ai cru comprendre pour certains que si j'avais pas parlé du général de Castelnau, c'était par rapport à ce que j'ai eu comme différent avec Régis de Castelnau. Alors je suis pas ce genre de personne. J'ai écrit des tribunes sur Facebook en 2018 en usant de ma qualité d'historien pour réclamer à grand renfort d'arguments que le général de Castelnau obtienne son bâton de maréchal, parce que bien sûr on ne le lui a pas donné parce qu'il était catholique, hein, ça fait pas l'ombre d'un doute, surtout pas pour moi qui suis catholique aussi et qui connais très bien la discrimination dont il a fait l'objet à ce moment-là, et c'est pas parce que j'ai eu des différends avec Régis de Castelnau à titre personnel que ça va obérer ma bonne foi et mon jugement à l'égard de son aïeul, ou d'ailleurs des fils du général de Castelnau qui sont pour certains morts au cours des premiers mois de la guerre. Hein, le général de Castelnau a perdu 3 fils qui méritent, quelles que soient les affaires personnelles d'aujourd'hui, qu'on leur rende hommage à eux et à leur père, bien évidemment, pour toute son action pendant la Grande Guerre, hein, parce que bien évidemment, le général de Castelnau, c'est pas uniquement pour la bataille du Grand Couronné de Nancy, mais c'est aussi, et peut-être, je dirais encore plus, pour son action lors de Verdun, hein, de la bataille de Verdun, et la capacité qu'il a eue de mobiliser le général Pétain, et non pas l'inverse, pour tenir Verdun au moment le plus difficile de l'attaque allemande en février. Hein, ça va être l'anniversaire dans quelques jours, en février 1916.
hein. Voilà, je ne suis pas ce genre de personnage qui va prendre ses petits différends personnels avec une tierce personne pour camoufler l'histoire ou pour diminuer le rôle de quelqu'un. C'est absolument pas mon propos et c'est absolument pas comme ça que je procède. Et en plus de ça, ce serait commettre à mon propre égard une énorme bourde, puisque on peut retrouver la chronique que j'ai écrite en 2018 pour réclamer qu'on donne au général de Castelnau le bâton de maréchal qu'il avait amplement mérité. Voilà, je tenais aussi à faire cette petite précision pour éviter tout débat inutile sur la façon dont j'aurais volontairement ou pas évacué la bataille du Grand Couronné de Nancy dans cette vidéo. C'était uniquement pour des questions d'ordre éditoriaux, hein, voilà, il fallait mettre les choses en conformité au niveau du texte que j'avais écrit et puis de la taille de la vidéo pour que ce soit tenable dans un délai, parce que vous le savez, je l'ai déjà évoqué, les vidéos qui font plus d'une heure sur YouTube ont beaucoup de mal dans le référencement, beaucoup de mal dans le nombre de vues, etc. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire en dessous d'une heure. Et donc dans ces cas-là, on est obligé de dire, ben voilà, on va se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était les opérations sur la Marne et de dire que malgré tout ce qu'on entend depuis encore des années, les Allemands n'ont pas été vaincus miraculeusement, ils ont été vaincus fort logiquement. Effectivement, le commandement français n'a pas été exempt d'erreur pendant les semaines qui ont précédé la bataille de la Marne. Joffre n'a pas été, permettez-moi cette expression, stellaire dans son commandement, mais néanmoins, la façon dont il a géré les opérations en envoyant ses missiles dominici au sein des états-majors des différentes armées, en se déplaçant donc grâce à son chauffeur Georges Boyot, qui était donc champion automobile, pour pouvoir aller lui-même demander des comptes ou exiger de ses subordonnés une obéissance, hein, les fameux épisodes avec Lanrezac à Guise est édifiant à ce sujet. Donc voilà, j'ai pas voulu non plus rentrer dans les polémiques autour de qui a déclenché de Gallieni ou de Joffre la contre-offensive de l'armée Monori sur le flanc allemand, parce qu'on se perd là encore dans des débats de personnes qui ne m'intéressent pas, parce que il est important des fois de souligner la personnalité de quelqu'un parce qu'elle va vraiment jouer un rôle très important. C'est le cas de Van Kloek, de Van Bülow, qui sont des gens malades, ou de Van Moltke le jeune, qui sont des gens qui souffrent physiquement, moralement, et dont l'impact personnel de leur propre faiblesse physique ou mentale, où les deux vont se refléter dans leur manière de commandement. Maintenant, les querelles Joffre-Gallieni, je pense qu'ils ont œuvré tous les deux. Hein, Joffre s'attendait à une contre-attaque pour le 6 septembre. Gallieni a fait aussi ce qui était nécessaire pour la mettre en œuvre à cette date-là. Et puis il y a eu cette bataille de rencontre le 5 septembre. Et puis voilà, c'est tout. Hein, Joffre a néanmoins continué de tenir ses chefs d'armée en main à ce moment-là. On sait tout ce qu'il a fait auprès du maréchal French pour pousser les Britanniques à nous soutenir correctement, même si ça n'a pas porté les fruits qu'on aurait pu espérer pour que la victoire soit plus importante. Donc voilà, moi ce que je voulais montrer, c'était ça, c'est que d'un côté, on a une armée allemande qui est mythifiée par une historiographie biaisée, hein, et que ça dure depuis 1870. On reviendra d'ailleurs sur 1870 dans d'autres émissions, et que là, à cette occasion, alors qu'elle avait planifié, préparé, réfléchi pendant plus de 20 ans à ce projet, eh bien, il a lamentablement échoué parce que les hommes en charge de le mettre en application, alors que c'était un projet extrêmement risqué, comme l'avait dit Moltke l'Ancien, comme l'avait dit Schlieffen, eh bien, les hommes en charge de le mettre en action étaient en dessous de tout au départ, et donc on fait quelque chose qui ne pouvait être qu'une défaite à l'arrivée. Hein. Ça ne pouvait pas fonctionner autrement face à des gens qui, effectivement, n'avaient pas une doctrine achevée, mais maîtrisaient tous les instruments de ce qu'on appelle le C3I, hein, le commandement, le contrôle, les communications et le renseignement,
Commandement, bah parce que donc voilà, on a des missi dominici envoyés par Joffre et qui sont donc, on pourrait dire quelque part presque des commissaires politiques, hein, même s'ils n'ont pas de vocation politique auprès des généraux d'armée, pour qu'on soit sûr qu'ils fassent ce que Joffre demande, qu'on a en termes de communication des moyens extrêmement importants à travers notre réseau des PTT, à travers l'importance de la Tour Eiffel pour brouiller les émissions adverses et rester, puisqu'on est dans une alliance continentale, rester en contact permanent avec nos alliés russes. Le contrôle, donc grâce à tous ces éléments-là, et puis le renseignement quand on sait ce que va nous apporter les reconnaissances aériennes sur l'infléchissement de la première armée allemande vers le sud-est autour du 2-3 septembre, et bien voilà, tous ces ingrédients-là, la France les maîtrisait, l'armée française les maîtrisait bien mieux que son homologue allemande à l'époque. Voilà, donc le cumul de tous ces éléments-là ne pouvait déboucher sur autre chose que la victoire des armées françaises. C'est tout, parce qu'il y avait une parité globale des effectifs, hein, à quelques dizaines de milliers d'hommes près. La façon dont Joffre a opéré pour faire des rocs stratégiques, pour placer les Français et les Alliés en supériorité numérique du côté de Paris, a pu fonctionner parce qu'on maîtrisait parfaitement nos chemins de fer, etc. Tout ça, c'était l'héritage des écueils de 1870. Et donc, on ne pouvait pas, à parité quasiment de soldats, de moyens, on ne pouvait pas arriver à autre chose qu'une défaite allemande à la fin de cette campagne. Voilà. Donc après, ça n'empêche pas de souligner les erreurs de Joffre, les erreurs de tel ou tel allié aussi, hein, parce qu'on pourrait aussi revenir sur les Britanniques assez longuement, mais voilà, il faut comprendre qu'on est dans des appréciations stratégiques et non pas tactiques, ou des appréciations opératives, mais pas dans des appréciations tactiques. Je rappelle que les pertes allemandes pendant cette partie-là sont aussi élevées que les nôtres, hein, parce qu'on nous dit toujours, ah oui, les Français, ils ont attaqué pantalon bleu, pantalon rouge, etc., tunique, enfin pas tunique, veste bleue, etc. Les Allemands avaient un uniforme bien plus favorable au camouflage. Ils ont mené des attaques eux aussi par rang de compagnie, qui sont venus s'écraser sur nos 75 et où ça a été une boucherie. Hein, donc c'est pas parce que l'artillerie lourde allemande était supérieure à la nôtre que les Allemands, également dans l'emploi de leurs mitrailleuses ou ce genre de choses, ont été plus habiles tactiquement que nous. Hein, il y a eu des moments où ils l'ont été, mais à partir du moment où ils ont été en attaque, ça a été aussi mortel pour eux que pour nous. Voilà, donc le bilan humain est aussi catastrophique que le nôtre. Et avec donc ces avantages sur le commandement, le contrôle, les communications et le renseignement, eh bien c'est l'armée française qui prend le dessus à la fin. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour faire le débriefing de ce documentaire, hein, donc à la fois l'aspect matériel, hein, donc nous on a vraiment envie d'aller notamment faire le champ de bataille de Cambrai de 1917, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à voir, notamment l'épave du char Déborah. Comme je l'avais annoncé, on veut aussi aller sur la Somme pour non pas mettre en avant la bataille globale, mais l'importance jouée par l'armée française dans la bataille de la Somme, parce qu'elle a été complètement gommée de l'historiographie, des commémorations en 2016, etc. Donc voilà, on a de beaux projets, mais il faut se déplacer, il faut des fois rester sur place une nuit ou ce genre de choses. Alors là, pas pour Cambrai la Somme, mais pour d'autres choses dont on a parlé, hein, notamment sur la Normandie par rapport au 80e anniversaire. Donc si on veut pouvoir faire venir des techniciens qui maîtrisent les drones ou ce genre de choses, tout ça a un coût. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Sinon, bah, on continuera, on essaiera de faire aussi dans la diversification sur les émissions comme celle-ci dans ce format-là. Mais si vous voulez continuer, puisque semble-t-il ce documentaire vous a plu, bah, c'est à vous de voir et donc de faire un petit effort financier pour nous aider à réaliser ces documentaires. Voilà. Alors avant de nous quitter, comme d'habitude, le petit coin des lecteurs. Alors c'est tout frais, ça vient de sortir de ma boîte à lettres.
voilà, le dernier numéro de Ligne de Front. Alors, c'est les copains qui ont pris pour une fois la première de couve, hein, mais dans lequel j'ai signé donc un article sur l'épopée entre guillemets des Waffen-SS pendant la campagne à l'Ouest en 1940. Hein, vous verrez que c'est assez édifiant de voir que militairement, c'est des troupes, elles ont beau être labellisées Waffen-SS, elles sont pas encore au point. Hein, ce sera qu'à partir de fin 42-43 que ça deviendra vraiment, pour certaines en tout cas, des divisions d'élite. Et puis un article sur la Normandie, hein, sur les suites de l'opération Goodwood à la fin du mois de juillet 1944, où on voit encore les limites de la doctrine britannique et canadienne pour attaquer les positions allemandes donc au sud-est de Caen. Hein, les Canadiens ont connu à cette occasion-là un revers terrible en termes de pertes, et donc il y a une belle étude que je vous propose de lire sur ce sujet. Et puis sinon, je vous le recommande aussi pour ce dossier fait par mon camarade Nicolas Pontic, hein, sur les facettes toujours intéressantes, hein, qui font l'objet souvent de polémiques. Hitler, stratège, hein, mythe ou réalité, parce qu'on entend tout et son contraire, et donc je pense que c'est aussi très important de pouvoir accéder à ce numéro pour ce dossier-là, en plus des articles de votre serviteur. Voilà, donc ça c'était pour la partie magazine, et puis comme d'habitude, hein, le troisième Panzerkorps est toujours disponible, et dans quelques semaines, si tout se passe bien, comme on l'avait évoqué il y a 15 jours, vous aurez la chance de pouvoir acheter. Alors vous pouvez le précommander dès maintenant avec un tarif réduit, hein, on en avait parlé, c'était 2 euros de moins, donc 17,90 €. Vous pouvez précommander mon ouvrage qui sortira dans quelques semaines sur les secrets de la guerre de sécession, dans lequel je reviens non pas sur des grandes batailles, des grandes campagnes, mais sur plein d'aspects, à commencer des aspects techniques et technologiques. Qu'est-ce que cette guerre nous a apporté, hein, on en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur la campagne de Virginie de Grant, hein. Certains m'avaient dit ah bah quand est-ce qu'on va faire une émission pour parler de tout ça, etc. Eh bien écoutez, je ne pouvais pas en parler à l'époque, mais j'étais en train de travailler sur ce livre et sa rédaction, et donc quand il va sortir, on fera bien sûr une émission spéciale guerre de sécession pour vous présenter les grandes lignes de cet ouvrage, en espérant que vous pourrez l'acheter, ou que vous l'aurez déjà acheté à ce tarif réduit en précommande. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Je n'ai pas encore fait le planning de tout ce qu'on devait faire dans l'intervalle, puisque là on attend donc de savoir si on fera à nouveau du documentaire ou pas d'ici début mars sur Cambrai. Donc je vais réfléchir au planning, mais vous inquiétez pas, dès que j'aurai une idée précise, vous aurez un petit short pour vous annoncer le thème de la semaine prochaine. Donc d'ici là, bah, j'espère que vous continuerez de mettre un pouce en l'air, de commenter positivement, de partager massivement. Et puis donc, hein, on est à plus de 4200 abonnés. Je ne cesse de le dire, chacun met 1 € par mois via PayPal. Vous imaginez les moyens dont on pourrait disposer pour vous faire des émissions, donc déjà comme celle-ci, avec un environnement plus professionnel, et alors en termes de documentaire, on pourrait franchir des caps et atteindre un niveau équivalent à ceux de la télévision et de ce que je pouvais faire avec autrefois mon camarade Serge Tinière, que je salue. Voilà, à très bientôt. Au revoir.